Bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. On va commencer ce webinaire, euh, un webinaire qui va présenter donc cette troisième vague du baromètre omnicanal pharma sur cette année 2024. Avant de présenter les résultats de ce webinaire, je voudrais accueillir Lydie Roux, qui est vice-présidente de GSK France sur la partie générale médecine. Peut-être Lydie, un petit mot d'accueil si tu veux te présenter. Si Franck, ravi aussi d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, effectivement, je dirige la partie GenMed de GSK et en fait, voilà, avec une expérience assez longue maintenant dans la pharma et beaucoup aussi dans les pays émergents où on était déjà très très omnicanal. Donc voilà, en tout cas très intéressé par ce que tu vas nous présenter. Merci Lydie. Lydie qui donc agira comme grand témoin pharma de ce webinaire. En général, on aime bien inviter quelqu'un de pharma pour aussi commenter ce sondage et cette actualité. Et puis bien évidemment, vous avez aussi la possibilité de poser vos questions et d'intervenir à travers le chat qui est à disposition. Euh, on vous rappelle que cette session est donc enregistrée, hein, donc elle fera l'objet de la mise en ligne du replay probablement dès demain. Pour ceux qui veulent revoir ou ceux qui ne pourront pas assister, effectivement, pourront se connecter à ce replay. Rappelez ce qu'on fait chez Tech2Med. Vous nous connaissez bien maintenant. On est une société qui sommes depuis pratiquement 6 ans sur le secteur de la transformation digitale et numérique en santé. Moi-même, Franck Lemeur, je suis ancien de l'industrie pharmaceutique, 24 ans chez Sanofi. Et puis, Tech2Med, aujourd'hui, accompagne l'évolution opérationnelle des nouveaux modèles autour du numérique en santé, que ce soit sur de l'innovation pure, digitale, mais aussi sur la transformation de modes de communication ou d'interaction, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et faisons du conseil, de la formation professionnelle, nous sommes Calliope et quelques événements, dont DTX France que vous connaissez aussi pour la plupart d'entre vous. Donc en fait, c'est la troisième vague de ce baromètre, hein. Nous avions commencé effectivement en 2021 en sortie de Covid, hein. C'est un sujet qui nous a toujours intéressé de voir finalement comment le modèle de conversation avec les professionnels de santé et les interlocuteurs des pharma évolue. Nous avions refait une autre vague en 2023 et on s'est dit qu'on essaiera de la faire maintenant tous les ans. Et donc cette année, ce qui a été assez nouveau, c'est qu'on a inclus notamment les questions autour de l'IA et l'IA générative, hein, qui, vous le savez, est vraiment rentrée dans notre quotidien depuis maintenant quelques mois. Et donc, c'est intéressant aussi voilà, d'avoir quel serait l'impact de cette. J'ai oublié de préciser que je suis accompagné de Laura Bellet dans mon équipe, mais qui ne parle pas aujourd'hui puisqu'elle est un peu souffrante, mais qui assiste à ce webinaire. Merci Laura en tout cas pour la présentation et la préparation de ce webinaire. Comment ça s'est passé cette enquête? En général, on ne diffuse pas cette enquête sur les réseaux sociaux parce qu'on veut vraiment qualifier et avoir des répondants qui sont qualifiés pour répondre. Donc en fait, on envoie de manière sélective, de manière ciblée, un panel de dirigeants de l'industrie pharmaceutique. Alors c'est soit des directions générales, soit des N-1 de la direction générale. Et l'idée, c'est d'avoir au moins un répondant par laboratoire pour avoir une vision assez 360 du laboratoire. On a donc fait un terrain du 25 juin au 16 juillet via SurveyMonkey. Et donc, effectivement, on a récupéré 20 laboratoires pharmaceutiques qui ont répondu à cette enquête. Vous allez voir que certains sont sortis de leur anonymat. On n'a pas dévoilé les résultats par laboratoire, mais on a compilé ceux qui avaient décidé de s'afficher. Et on a 4 laboratoires qui finalement sont pas, ont décidé de rester anonymes. Donc on ne sait pas qui a répondu, peut-être voilà, des gros laboratoires ou des moyens. Dans les personnes qui ont répondu, vous voyez qu'on a un tiers de dirigeants, donc qui sont général managers. Et puis vous avez, voilà, en tout cas, la plupart du temps, sont des membres du comité de direction euh, et peut-être voilà, un sales head, mais grosso modo, on a plutôt des profils dirigeants qui ont répondu à ce questionnaire. Voici les laboratoires qui ont dévoilé leur présence, hein, voilà, qui ont participé à ce webinaire. Donc là, maintenant, on n'a pas le résultat de chacun d'entre eux, mais on est sur une consolidation. Puis vous voyez que c'est à peu près un laboratoire sur deux et un laboratoire de taille importante avec plus de 1 milliard de chiffre d'affaires en France. Et donc, effectivement, 4 pharma ont souhaité ne pas souhaiter rester anonymes. Alors, première question qu'on a posée, c'est où on en est aujourd'hui.
Donc, très clairement, on a une pratique de l'hybridation qui est installée maintenant en France, hein, puisque on remarquera que la majorité des laboratoires déclarent ne plus être dans une approche traditionnelle, ciblage, fréquence, couverture, entièrement sur la visite médicale, mais plutôt une approche client installée, hybride, donc qui va utiliser, exploiter au maximum les canaux digitaux. Euh, 20% sur 5 donc, déclarent avoir une approche un peu plus avancée, c'est-à-dire vraiment au-delà de l'hybridation, faire des segmentations de l'orchestration, des planifications un peu plus poussées. Alors, c'est intéressant à comparer par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière, en fait, on avait un nombre de laboratoires qui s'étaient déclarés un peu plus avancés qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc, il y a peut-être un retour, un principe de réalité qui est que finalement, aujourd'hui, les pharma ont consolidé leurs pratiques sur des approches dites médicales plus, plutôt hybrides, et finalement ont encore des marches à accomplir pour arriver sur des choses un peu plus personnalisées, automatisées, etc. Comment les laboratoires se situent par rapport... slide qui saute un peu. Comment les laboratoires se situent par rapport à la concurrence? Donc ça, c'est intéressant. En 2023, on ne savait pas trop, voilà, la majorité se déclarait au même niveau que la concurrence. Aujourd'hui, voilà, c'est un peu plus mitigé dans les résultats en 2024. Un tiers se déclare être au même niveau, un tiers au-dessus et un tiers très en dessous. Vous voyez que ça a quand même été une différence par rapport à la dernière. Alors, est-ce que vraiment on sait se situer? Peut-être que Lydie, tu peux réagir là-dessus, mais est-ce qu'on sait se situer, se comparer par rapport à ce que font les autres laboratoires, ou est-ce que finalement, et tout le monde est à peu près au même niveau, et aujourd'hui, on ne sait pas vraiment où on en est par rapport aux autres. On sait qu'il y a un ou deux laboratoires qui ont des pratiques avancées, on les connaît de nom, hein, d'historique, mais est-ce que finalement tout le monde n'est pas au même niveau? Je ne sais pas si Lydie, tu veux peut-être aussi témoigner un peu de ta vision, un peu de la comparaison. Ouais, c'est vrai que ouais, je l'ai trouvé étonnant ces chiffres. En même temps, je pense qu'aujourd'hui, on y va tous. Euh, et après, c'est juste de se dire, on y va tous, on sent qu'il y a l'intention, mais pouvoir se qualifier par rapport aux autres, est-ce qu'on est meilleur? Voilà, moi j'ai le sentiment qu'on est encore sur enfin, je vais pas dire des premiers pas parce que quand même on avance tous, mais c'est de se dire est-ce qu'on est encore, on est devenu très opérationnel sur le sujet. Je pense que là il y a encore des points d'interrogation. Donc je pense que voilà, on ne sait pas finalement trop se situer encore si on est au même niveau que les autres, meilleur, mais on y va. Merci, Lydie. Euh, Aussi une question qui a été posée sur finalement des actes avancés de segmentation, personnalisation. Donc là, effectivement, on voit que quand on pose la question, est-ce que vous avez un exercice de transformation du modèle d'entreprise où vous structurez finalement la méthode visant à avoir une stratégie client, une expérience client plus construite, hein. En fait, on avait proposé plus chose. Alors, est-ce que j'ai des parcours patients et des inventaires de points de contact clients qui sont faits? Est-ce que j'ai une segmentation actualisée avec les personas? Est-ce que j'ai un mapping de connaissances de data? Est-ce que j'ai mis en place des customer journées? Est-ce que j'intègre les choses en plan marketing? Finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est surtout la segmentation client et la création de persona qui maintenant semble bien faite, les customer journées associées à ces segments, et puis une intégration dans les actions marketing. Mais si, comme le disait Lydie, il y a encore peut-être encore peut-être, je l'observe en tout cas de mon côté, encore quelques progrès à faire sur l'implémentation sur le terrain et l'orchestration. Par contre, je veux soulever un point que je mets en point de vigilance, hein, qui est un point important, c'est qu'on parle de plus en plus de marketing drivé par la data, c'est-à-dire vers la personnalisation, l'expérience client vraiment individualisée, mais il y a quand même encore finalement euh, un petit gap dans la capacité des entreprises à savoir aussi construire des stratégies d'acquisition et de construction de connaissances clients. Donc ça, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est vraiment un point qu'il faut souligner dans ce baromètre, c'est que l'acquisition, les cartographies, le mapping des données nécessaires pour réaliser ces opérations d'expérience client semble encore peu réalisé. Ce qui est d'ailleurs un peu très étonnant, Franck, puisqu'en fait, c'est vrai que sur l'omnichannel, on va être vraiment beaucoup dans de la data, donc ne pas l'acquérir, c'est quand même un vrai souci. Ouais. Ouais. Et la structurer, l'acquérir et finalement la faire vivre dans un modèle de traitement qui fait que finalement on enrichit la connaissance et l'expérience au fil de l'eau. Question sur l'organisation de l'entreprise. Alors, on a vu fleurir dans toutes les pharmas tous ces nouveaux postes
qui sont des postes autour du client, du CRM, enfin tout ce qui finalement va aider à construire ces stratégies. Et donc là, on a posé des questions assez ouvertes sur les différents postes. Vous citez les postes qui sont chez vous. Donc, bien évidemment, on retrouve bien le poste de CRM manager, hein, qui est celui qui s'occupe de l'outil du CRM, hein, ou de l'équipe qui s'occupe du CRM. Et puis autour de ça, on voit de plus en plus finalement des postes comme Data Scientist, Data Manager, Customer Engagement Manager, Omnichannel Manager. Voilà, donc vous avez d'autres citations de postes, Customer Experience, mais finalement, les organisations pharma aujourd'hui créent finalement de plus en plus euh, et individualisent dans leur organisation des postes dédiés à cette expérience omnicanal et cette expérience client. Donc, à voir après comment ça se plug et se link avec les BU opérationnels. Nous, ce qu'on constate, c'est que souvent, ce sont des organisations qui sont encore assez centralisées et vous avez à côté des BU qui réalisent des campagnes produits un peu de manière traditionnelle et en ligne avec le global. Et que finalement, des fois, la communication ou le fonctionnement entre ces deux entités, le central qui veut développer les pratiques omnicanales et les BU qui sont encore très product-centriques, semble un peu encore être un frein à la généralisation de ce type de démarche. Est-ce que vous avez des outils de pilotage? Donc ça, c'est une question aussi qui est intéressante. Euh, la déclaration des laboratoires, c'est on a quelques indicateurs. La majorité, c'est quelques indicateurs, notamment sur la pratique des canaux. Donc, ça va être par exemple le nombre de canaux activés, le taux d'ouverture, enfin tout ce que vous connaissez, le nombre de webinaires. Donc, on a souvent des canaux d'activité omnicanale, hein, qui sont combien j'ai réalisé de contacts supplémentaires digitaux par rapport à des contacts traditionnels. Et puis, on a un tiers qui déclare avoir des tableaux de bord un peu plus complets. Alors, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Par contre, quand on pose la question sur est-ce que vous avez des indicateurs un peu de pratique avancée, de mesure d'impact, de cohorte, d'économétrie, un peu l'omnicanal, qu'est-ce qui marche mieux qu'un autre, est-ce qu'un email va mieux fonctionner qu'un autre, etc., de testing, là, effectivement, c'est beaucoup plus faible. Et puis, on a quand même encore des laboratoires qui déclarent ne pas avoir de pilotage. Je rappelle que on a eu une discussion récente avec l'association Infostat sur effectivement que le ROI est une question qui est souvent posée par les directions financières en disant très bien, on va faire des investissements, data, etc. Mais qu'est-ce que ça rapporte? Effectivement, la question de l'efficacité des modèles omnicanaux est un sujet et on voit bien que finalement, c'est pas encore développé dans des outils généralisés. Passons maintenant à l'enjeu de la connaissance client. Alors, ce qui a évolué par rapport à l'année dernière, c'est que très clairement, on retrouvait l'année dernière toujours cette forte concentration de données traditionnelles, qui sont des données de prescription, c'est-à-dire potentiel de prescription, des données d'accès, voilà, tout ce qui va être finalement lié au modèle traditionnel. Et puis, on avait un tiers de laboratoires qui disait commencer à s'intéresser aux données attitudinales, données comportementales qui peuvent être, bon, par exemple, des rapports à l'innovation, rapports aux patients, rapports au digital, etc. Et ces données, finalement, sont en augmentation hein, dans la trajectoire des laboratoires. Donc ça, c'est plutôt un bon signe.